Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Témoin avec aujourd'hui, je vous le rappelle, notre invité, il s'agit de Peter Müller. Peter, nous avions fini cette première partie, donc nous entamons la deuxième, où tu avais justement une transition à faire, car nous voyons dans ton parcours en parallèle l'aspect professionnel, l'aspect justement intime, et puis l'aspect intérieur, finalement, comment tu te positionnes vis-à-vis de ces deux grandes lignes qui sont importantes dans la vie de tout un chacun. Oui. Là, il en était question de savoir, alors que tout s'ouvrait pour ce qui était du metteur en scène, comment la vie t'a rattrapé à nouveau pour opérer des choix importants au regard de ta vie personnelle. Alors, qu'est-ce qu'il en était de cette vie personnelle qu'on a laissée dès le moment où ton père était parti, décédé? C'est une des parties importantes que nous avons abordées dans cette ligne temporelle. C'était comme une clé qui m'autorisait à pouvoir poursuivre ce que j'avais au plus profond de moi, comme je disais tout à l'heure, où je gardais ça un peu comme un carnet intime, ça m'appartenait. Et puis il était aussi important que ça mûrisse en moi, parce que j'avais, durant les années qui ont suivi la mort de mon père, j'ai fait plusieurs démarches, j'ai fait plusieurs rencontres avec des personnes, avec des scientifiques, etc., pour essayer de comprendre cette sensibilité qui était la mienne. Lors d'une rencontre avec un scientifique russe, il m'avait expliqué, il m'a dit, c'est ce qu'on appelle chez nous en Russie des extrasens, donc des gens qui sont extrasensoriels. Et il m'a fait faire une expérience très importante pour moi à l'époque, c'est-à-dire qu'il m'avait dit, donc il y avait une dame russe qui était allongée, et il m'a dit, pose juste ta main sur son ventre et laisse juste venir la connexion, c'est-à-dire que tout d'un coup, lorsque je posais ma main, il y avait comme une onde, je veux dire une onde qui entrait en moi, et tout à coup, j'étais capable de dire ce qu'elle avait, mais en russe, dans sa langue. Donc je parlais avec cette dame en russe et je lui disais qu'au niveau de sa vésicule biliaire, il y avait des calculs, etc., etc., mais tout ça en russe. Et cette fois, on est en conscience de le dire. Oui, j'ai conscience que je le dis. Parce que tu parlais à un moment donné des temps manquants. Oui, mais là, parce que j'étais suivi par un scientifique, donc il m'expliquait et il dit, il n'y a rien de... Il y a rien d'exceptionnel là-dedans. C'est qu'à partir du moment où tu te branches sur une personne et que tu te branches sur sa longueur d'onde, on va dire, automatiquement, tu es capable de travailler sur sa longueur d'onde et de parler dans sa langue pour qu'elle puisse se comprendre. Je ne parle pas du tout le russe. Donc, ça, je tiens à le préciser. Et donc, là, c'était pour moi déjà une première étape où je prends conscience du fonctionnement humain, c'est-à-dire du fonctionnement humain, donc du côté mécanique, mais aussi au niveau des ondes, au niveau de ce que l'on dégage, au niveau de ce que l'on émet et de comment on peut recevoir aussi. Nous sommes des vraies antennes de captation, émetteurs, récepteurs, voilà, et on est tous liés. Et à un moment donné, ce scientifique me raconte aussi que, il dit, voilà, tu peux te trouver dans une ville, tu vas peut-être croiser 3-4 personnes dans une ville où tout d'un coup, tu vas être attiré par ces personnes. Alors qu'il y a peut-être 1000 personnes qui passent, tu les vois même pas. Et tout d'un coup, par exemple, je prends l'exemple d'une personne un peu obèse qui passe et ton regard va être attiré par cette personne. Et tu vas juste te dire, oh, cette personne, elle n'est pas bien dans son corps, ce serait peut-être bien qu'elle puisse se prendre en main ou faire quelque chose, sans jugement. C'est pas un côté de jugement, c'est une constatation. Mais je veux dire, pourquoi cette réflexion? Parce qu'à un moment donné, la personne, même si vous parlez avec cette personne, qui elle va dire, non, moi je suis bien dans mon corps, ce corps, lui, va émettre, non, je suis pas bien. D'accord? Et vous passez, mais ça peut arriver à tout le monde. Je dis, il n'y a pas que des gens sensibles, ça peut arriver à tout le monde. On a tous eu ça quelque part, tiens, cette personne-là, et cette personne passe, ce corps émet un mal-être, vous le captez, et quand on est conscient de ça, qu'on le capte, plutôt que dire, oh, elle devrait peut-être plutôt faire un régime et tout ça, c'est juste reconnaître le mal-être de ce corps pour permettre à un moment donné à ce que cette personne
via son corps organique, puisse avoir l'information de dire, tiens, il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Et certainement dans les jours, dans les semaines qui suivent, la personne va avoir des infos pour s'aider à aller mieux. Voilà. Et ça, c'est pour montrer qu'on a tous un impact les uns sur les autres. On peut avoir des impacts négatifs, mais on peut avoir aussi des impacts positifs. Et c'est là quand on travaille ou qu'on rentre dans ce genre de démarche, la première question qu'on peut poser, c'est « souhaites-tu guérir ?» Bon, il y a plein de thérapeutes qui souhaitent peut-être guérir des gens et tout, mais il faut peut-être comprendre comment on guérit, comment on peut arriver à guérir les personnes sans être soi-même le guérisseur. C'est la personne qui se guérit. Et tout simplement, des fois, un regard, une intention peut aider la personne à avoir un switching. Changer, ouais. Elle switch et tout d'un coup, elle dit, tiens, bien sûr, elle ne saura jamais que l'information vient de vous, mais on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. L'important, c'est qu'elle ait reçu l'information et que cette information, après, elle en fait ce qu'elle veut. C'est elle qui a le choix de peut-être elle va avoir une émission sur un régime alimentaire, j'en sais rien, mais voilà, et elle va dire, ok, tiens, moi ça m'intéresse et je vais faire la démarche. Voilà. Et c'est ça que j'ai compris avec ces scientifiques russes, de voir vraiment qu'on a un impact. Et ça va encore plus loin. Par exemple, lorsque j'ai des ateliers ou des séances avec des personnes, j'arrive à leur montrer, à leur démontrer que en soignant une personne, par exemple, simplement en écoutant la personne, et en soignant par exemple un symptôme lié à l'enfance, par exemple, etc., il faut comprendre qu'en même temps, on est tous reliés par des ondes, et toutes les personnes qui sont sur la même fréquence d'onde et qui souffrent de ce même symptôme, si vous arrivez à guérir la personne là, automatiquement, ça va s'étaler sur tous les autres. C'est-à-dire que tous les autres vont avoir la possibilité de guérison aussi. C'est vraiment, excuse-moi, c'est vraiment l'idée du centième singe, c'est-à-dire qu'au niveau des égrégores, il y a quelque chose qui se fait. Dès le moment où il y a un qui est touché, impacté par une information, ça rejaillit sur l'ensemble à un certain niveau. Oui. Ce qu'on ne sait pas avec le centième singe, par exemple, c'est que, bon, on connaît tous l'histoire du centième singe, mais il faut savoir qu'au départ, là-bas, sur les îles, c'est japonaises, d'abord, les gens mettaient les patates qui étaient pleines de terre, d'accord ? Et sur les marchés, là-bas, on vendait les patates pleines de terre. Et à partir du moment où les singes ont d'abord commencé à laver les patates en eau douce, puis en eau salée, l'être humain, sur le marché, vendait les patates propres. Ils n'ont plus vendu les patates pleines de terre. Donc ça veut dire qu'il y a aussi entre les différents règnes un impact. Oui, l'ensemble. Alors, je t'avais posé la question concernant ta vie personnelle et ce qui était en train de s'impacter. Tu mentionnais avec la mort de ton père cette ouverture et le désir d'ouvrir et de fouiller un petit peu peut-être le pourquoi, du comment, etc. Ce professeur scientifique russe, tu l'as rencontré où et par quel intermédiaire? Est-ce que c'était dû à une intention spécifique d'aller à tel endroit parce que tu avais entendu parler de telle personne, ou c'est de rencontres? C'est une rencontre. J'ai toujours fonctionné avec les rencontres. C'est-à-dire que sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes et voilà, et puis y a des liens qui se sont créés et on a commencé... Ce professeur scientifique, dont je ne peux pas dire le nom malheureusement, vit sur Paris actuellement, donc il vit sur Paris, et comment dire, je l'ai rencontré par le biais d'un ami qui avait assisté à une de ses conférences, parce qu'il enseignait à l'université de la Sorbonne? Non, dans le Nord, je ne sais plus. D'accord. C'est du côté de Lille. Okay. Et donc, il m'a dit, tu devrais vraiment le rencontrer, va le voir, il est accessible et tout, tu verras, il est vraiment sympa. Et voilà, je suis allé, et on a parlé, et puis il m'a invité chez lui, on s'est vu pendant 2 ans. On s'est rencontrés, on a discuté, il m'a montré, j'ai eu la chance de pouvoir voir un peu ses travaux. Et c'est un monsieur qui est très fort dans la physique quantique. Donc voilà, et puis il m'a expliqué, et il m'a appris vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui se passait pour toi d'un point de vue personnel alors? Qu'est-ce qui faisait que tu t'es pas lancé dans plein pot dans le métier de metteur en scène?
Alors, la mise en scène. Donc, au moment où je suis à Paris, où je fais mon succès sur Paris, donc là on est en 2000, j'ai dans ma vie personnelle, donc il y a un incident qui se passe dans ma vie personnelle, donc je vis un divorce qui est assez douloureux. Et en même temps, donc j'ai 2 enfants. À l'époque, j'avais mon petit garçon de 3 ans. Donc marié. Hein. Marié, oui, oui. Pourquoi mariage? Parce qu'au regard de ce que tu as vécu, de ton ouverture au monde, qu'est-ce qui t'a amené à envisager une relation où, voilà, mari, femme, je me marie, tout en gardant à l'esprit que depuis tes 22 ans, où tu dis, je vais vivre pour moi, et Oui. mes choix, ça sera pour moi. Mmh. Donc, ce qui m'intéresse, au regard du souvenir d'où tu venais, ou d'où tu viens, Oui. et de ce que nous sommes en essence, pourrait-on dire, ou sur d'autres plans, dire pourquoi l'institution du mariage, pourquoi le souhait ou le désir de vivre à deux, et pourquoi faire des enfants. On pourrait vivre aujourd'hui de toutes sortes de manières. Oui. Alors, mon ex-femme que j'ai rencontrée, je veux dire, on a vécu longtemps sans être mariés, d'accord. Et donc on était vraiment dans un lien très fort. Comme je dis toujours, on a vécu 10 ans, on a vécu 10 années de pur bonheur. Il n'y avait pas une ombre au tableau. D'accord ? Idéal, quoi. Oui, oui, vraiment. On était vraiment un couple, je veux dire, exemplaire. Hein. Et moi, elle ne m'a jamais empêché de continuer à cheminer. Moi, je ne l'ai jamais empêché de continuer à cheminer non plus. On avait, bon, des fois un peu on n'était pas toujours d'accord sur ce qu'on voulait faire, mais bon, ça fait partie après du dialogue, etc. Ce qui est très important de savoir, c'est que vivre à deux, c'est vivre sur le même toit, mais tout dépend sur quel toit on vit. Et nous, on avait décidé de ne pas vivre sur le même toit. On était chacun 2 êtres à part entière, et on respectait ça. On était dans ce respect. On ne voulait pas vivre sur le même toit. D'accord ? Pourtant, on vivait dans la même maison, mais pour nous, on n'était pas sous le même toit. D'accord. Voilà. Et parce que c'était important pour moi de garder ma personnalité et qu'elle puisse garder sa personnalité et qu'on puisse grandir ensemble, d'accord, et avancer. Les enfants ont été totalement désirés, c'était vraiment pensé, réfléchi, on a réellement envie d'avoir des enfants, moi j'avais envie aussi d'avoir des enfants. Et je reviens juste avant que tu développes éventuellement, je ne sais pas si tu vas en parler ou pas, sur le mariage. Est-ce qu'on parle d'un mariage religieux? Non. C'est-à-dire que donc on n'était pas mariés, hein, du tout. Et ensuite, mon ex-épouse venant d'une famille d'un certain statut, d'un certain niveau, ça commençait à poser un réel problème par rapport au niveau et au statut de son père. Et alors, nous, on ne voulait pas se marier. Et à un moment donné, elle m'a demandé, elle m'a dit, Peter, est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'on pourrait, ne fût-ce qu'aller à la mairie, enfin en Belgique c'est la commune, est-ce qu'on pourrait juste aller à la mairie, dire qu'on va faire un acte de mariage, et puis voilà, quoi, et ça s'arrête là. Tu avais quel âge à ce moment-là? 34, pardon. 34. Oui, 34. Et oui, voilà, on a fait ça, quoi. Mais c'était vraiment par rapport à un statut. Voilà. Et moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Vraiment. Ça ne changeait rien, fondamentalement. Rien du tout. Non. Ça n'a vraiment rien changé. Et on a notre premier fils, Jake, et puis on a Charlie. Et donc, moi, entre-temps, il y a le succès à Paris, etc. Et là, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que, bon, je veux dire, ça n'apporte rien de plus au reportage, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, donc à un moment donné, elle a décidé de quitter la maison pour ces raisons qui lui appartiennent. Mais il s'est fait qu'au même moment, Charlie, qui avait à l'époque 6 mois, tombe gravement malade. Et là, il était vraiment à la limite de mourir. Il était sous la garde de qui allait le garder? Mais à ce moment-là, on était on était ensemble, on était en train de... Il y avait la séparation et c'était vraiment encore bancal, quoi. On était... entre deux. Entre deux, oui. Mais en plus, c'est même pas qu'il y a eu séparation parce que mon ex-épouse est partie pour un autre homme ou quoi que ce soit. Non, il n'y a rien de tout ça. Elle est partie, mais pour ces raisons qui lui appartiennent. Voilà. Après 10 ans de bonheur.
Après 10 ans de pur bonheur, oui. Voilà. Et 2 enfants magnifiques. D'accord. Voilà. Et est-ce que ça a été pour toi difficile d'accepter? Alors je ne sais pas si, parce que tu parlais qu'effectivement on peut ne pas être d'accord, dans des désaccords, bon, on a la communication, le dialogue, on dit voilà. Est-ce que ça a été une surprise vis-à-vis de cette annonce, puisque tu parles de 10 ans de bonheur, on peut se demander qu'est-ce qui fait que 2 personnes se séparent alors qu'il n'y a pas une ombre au tableau, que vous avez 2 beaux enfants, que tout a l'air bien. Pour toi, apparemment, du fait que vous viviez sous le même toit, mais sans être, en gardant votre intégrité chacun l'un et l'autre, on pourrait dire que vous vous respectiez, vous marchiez pas dessus. Et toi, tu étais sur ta lancée en tant que réalisateur. Est-ce que tu as été surpris par l'annonce en elle-même de son souhait que vous fassiez maintenant route totalement séparée, ou est-ce que c'était quelque chose qui est venu, qui a grandi petit à petit, ou que tu te doutais qu'au final, finalement, le désaccord, si on peut parler de ça, menait à séparer un chemin Non, moi je m'y attendais pas du tout. Vraiment pas du tout. C'était même pas concevable dans mon esprit, puisque tout allait bien. Voilà. Moi au départ j'avais remis ça par rapport à l'accouchement de Charlie. J'avais mis ça un peu sur ce qu'on appelle le baby blues, un peu un ras-le-bol, machin, etc. Donc j'étais un peu dans cette démarche-là. Et puis quand Charlie est tombé malade et que je veux dire, quelque part, elle n'a pas réagi. Et elle a préféré continuer sur sa lancée qui était la sienne. Et là, je me dis, là, il y a quelque chose qui est en train de se briser. Là, il y a quelque chose qui lâche. Et en effet, un mois après, voilà, le divorce était demandé, quoi. Bon, le divorce a été un divorce à l'amiable, ça a été très vite, en 48 heures, c'était bouclé. Donc voilà, parce que voilà, justement, nous, on avait fait juste un papier à la mairie pour dire on était mariés, quoi. Voilà, ce qu'on pourrait dire maintenant comme ici en France le Pacs, c'est ça? Oui. Voilà, on va, et puis voilà, c'est fini, etc. Ce que j'aimerais expliquer, c'est que on peut être 2 êtres qui nous vivons ensemble, puis il y en a un qui fait ça, l'autre fait ça, puis l'autre fait ça, puis l'autre fait ça. Et à un moment donné, voilà, nous on a monté, et puis mon ex-femme a décidé de rester à ce niveau-là, on va dire. D'accord ? Elle a préféré, on va dire, stagner. Et moi, j'ai voulu continuer. Et en continuant, voilà, la distance s'est créée, l'écart s'est créé, et elle n'a plus jamais voulu revenir vers le haut. Et moi, j'ai pas voulu redescendre. Juste pour information pour les internautes, je pense qu'il est important, quand tu parles de se tirer un petit peu la bourre, façon de parler, mais tu parles d'écart, de quoi parle-t-on ? Alors, justement, dans notre évolution intérieure, je ne parle pas d'une évolution matérielle, je parle de notre évolution, on va dire, spirituelle. Voilà, il y avait toujours cette quête et cette recherche qui est en moi depuis toujours, et encore maintenant, et encore tous les jours. Je me remets en question, je réfléchis, je peux me rendre compte que des fois, sur l'instant, il y a des choses qui se passent, qu'on pense avoir compris, et qui l'instant d'après, n'ont plus de sens, parce qu'il y a un autre élément qui vient amener que... Donc, on est toujours dans un questionnement, et il ne faut pas s'enfermer dans une réponse. Voilà. Si on s'enferme dans une réponse, on croit détenir une vérité, et là, c'est ce que l'on est notamment. Voilà. Donc, moi, j'ai comme je disais tout à l'heure, la fureur de vivre, et cette soif, elle était là. Donc, j'ai ce besoin de continuer, et elle a fait un autre choix. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est tous les jours, plein de gens ils font plein de choix, et à un moment donné, ça n'a plus, la résonance n'y était plus. On n'était plus sur la même longueur d'onde. Voilà, donc, ok, d'accord, on arrête, quoi, et on lâche. Sauf que là, il y avait un petit garçon qui était malade, et c'est là que moi j'ai décidé à nouveau de tout arrêter à ce moment-là, et de m'occuper, ça a duré 6 mois, de Charlie, pour l'aider à sortir de... Qu'est-ce qu'il avait En fait, il avait eu une bronchiolite qui a été mal soignée, qui n'a pas été soignée du tout d'ailleurs. Et donc ses poumons sont remplis d'eau, il y a eu un décollement de poumons, etc. Et il faut savoir qu'il avait 6 mois. Donc ça a été 6 mois de gros questionnements. Et là, on retrouve l'humilité, parce que
face à ça, face à un petit corps comme ça, on est totalement impuissant. Voilà. Donc il n'y a plus que l'amour là qui est, il n'y a plus que tout ce qu'on a en nous, qu'on donne à l'enfant pour pouvoir voilà, qu'il puisse se renforcer et avoir ce courage de s'en sortir. Quel impact cela a eu, ces 6 mois dont tu parles, sur, on va dire, ta carrière? Mais ma carrière, j'ai mis en stand-by. Voilà, donc j'ai mis en stand-by. Et là, j'ai découvert, par ces 6 mois, mais plus en même temps, j'avais quand même Jack qui avait à l'époque 3 ans. J'avais ce petit garçon qui comprenait pas pourquoi papa et maman n'étaient plus ensemble, et parce que pour lui tout allait bien. Et tout d'un coup, papa et maman sont plus ensemble, et du côté de la maman, il y avait une haine qui commençait à s'installer. Et donc d'un coup, il comprenait pas pourquoi maman dit du mal de papa. Et, enfin, c'était pas très clair pour lui. On en revient encore une fois à ce que tu peux attiser chez les gens entre la haine et l'amour. Oui. Ces deux extrêmes à nouveau. Donc un amour fou, pas un nuage durant 10 ans, et puis là... Voilà, oui. Oui, mais en même temps, mais ça je l'ai découvert seulement quelques temps plus tard, c'est que mon ex-épouse a fait une rencontre d'une personne qui est devenue son amie. IE, IES Amie. IE, une femme, non? Une femme, oui. Qui l'a entraîné vraiment dans des choses, on va dire, pas très catholiques. Et elle s'est laissée emporter par ça. Et voilà, je dirais, elle a eu un moment on va dire, de faiblesse. Et ce moment de faiblesse, comme je dis, est venu s'introduire, comme on dit, le diable est rentré à la maison, quoi. Voilà. Et une fois que ça s'est rentré, ça peut aller très loin, jusqu'à l'autodestruction. Et alors, ce qui est intéressant dans ce cadre-là, et notamment vis-à-vis de cette amie femme qui a une influence négative sur ta femme à ce moment-là, au regard de tes perceptions, de ce que tu sais que nous sommes, de ces différentes expériences qui, comme ça, sont parsemées de rencontres qui t'amènent à éclore un peu plus tes ressentis, ce que tu es, la connaissance que tu as de toi. Qu'est-ce que représente cette femme dans ta vie? Cette femme qui a donc quelque part attiré la femme que tu as aimée, avec qui tu as eu 2 enfants. Oui. Qui a détruit quelque chose. Comment tu as perçu cet événement-là, ou le fait qu'elle soit sur ta route? J'allais rajouter peut-être, je sais pas, dans cette intimité qui était la tienne, ça peut être quelque chose de très intéressant. On dit que l'ombre attire la lumière, ou inversement, enfin l'un ne peut pas exister dans l'autre, d'ailleurs dans ce monde où il y a ces deux polarités, qu'elles soient complémentaires ou tout simplement en résonance de la nature hors du vide, et elle est là, peut-être en miroir à toi, ce que tu es, et elle est en train d'influencer ou d'entraîner celle que tu as aimée ou que tu aimes. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire, ou qu'est-ce que ça évoque chez toi? Alors, comme je disais tout à l'heure, je ne vois pas le mal chez les gens. Et donc, c'est ça qu'il me faut toujours un certain temps. Mais en même temps, je rebondis toujours parce que je prends ça comme un enseignement. Voilà. Même les pires atrocités qui ont pu se produire dans ma vie, j'ai toujours pris ça comme un enseignement, et en même temps le pardon. C'est-à-dire que il faut bien se rendre compte, ça va être un peu difficile ce que je vais dire là, mais il faut bien se rendre compte que si on attise une haine en soi, on crée cette haine en nous, et on cultive cette haine. Même si on prétend être dans l'amour, si cette haine existe, on n'est plus dans l'amour. Et on va cultiver cette haine. Comme je disais tout à l'heure, on a un impact sur les gens, sur les autres. Donc, automatiquement, on va se construire des scénarios dans notre vie de manière à pouvoir faire émerger cette haine et essayer de se donner raison. Et là, on rentre un peu dans l'ego. Et alors, bien sûr, tout ça a fait beaucoup de mal, tout ça, mais je ne l'ai pas passé avec le sourire aux lèvres, c'est pas ça. Tout ça a fait beaucoup de mal, parce qu'il y avait quand même 2 enfants, etc. Mais à un moment donné, il y a toujours cette joie de vivre.
je choisis toujours la joie de vivre. Alors là, il y a eu quelque chose de chaotique, de noir. J'aurais pu tomber en dépression, j'aurais pu sombrer dans l'alcool, enfin voilà, tous les schémas possibles et imaginables. Mais en même temps, il y a cette probabilité de poursuivre et d'être heureux. Donc, plutôt que de cultiver la haine, j'ai fait ça. Je dis, ok, je pardonne parce qu'à un moment donné, ils vont comprendre ce qu'ils ont fait. Alors, quand tu parles de pardonner, est-ce que ça veut dire ne pas être dans une action vis-à-vis, parce qu'elle entraîne ton ex-femme, on va dire? Je rentre pas en guerre. Je ne provoque pas la guerre. Je ne donne pas la possibilité qu'ils puissent avoir des armes pour les retourner contre moi. Tout simplement. C'est leur problème. Ça ne m'appartient pas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire que elle a fait ses choix. Voilà. Ensuite, moi, il y a 2 enfants. Je m'occupe des 2 enfants. Et puis, il y a ce côté de moi aussi en tant qu'homme. Il y a le père, mais il y a l'homme aussi, qui doit aussi continuer à évoluer, à grandir. Parce que en grandissant, je fais grandir mes enfants aussi. Donc, il y a tout un cycle. Et après, par rapport à ses enfants, elle en répondra elle-même face à ses enfants. Ça, c'est son choix. C'est la liberté. C'est la liberté de se dire, ok, qu'est-ce que je fais? Je rentre en guerre? Mais si je rentre en guerre, je vais jusqu'au bout de la guerre. Ou alors, je dis, ok, moi, je pars en paix. Et on peut peut-être dire que c'est de la lâcheté. On peut peut-être dire, oui, t'as pas osé rentrer en conflit. T'as pas... non, j'avais une priorité et j'avais d'autres objectifs que de partir en guerre. Vis-à-vis de ça, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que la haine qui s'est développée chez ton ex-femme à ce moment-là a amené de grosses dettes financières que tu n'avais pas. Que je n'avais pas, oui. Et tu découvres, on dirait, la patate chaude quand tu t'y attends pas. Oui, mais je découvre tout ce qu'on peut faire de pire dans un divorce. Mais je ne suis pas le seul à vivre ça dans des divorces. Il y a plein de gens. Et donc, à un moment donné, c'est vrai, on se pose la question, on se dit, mais bon Dieu de bonsoir, pourquoi tout ça, quoi? Et c'est là où, quelque part, où on est clair avec ce qu'on est, et avec ce qu'on prêche, et avec ce qu'on dégage, ou alors on se ment. Et moi, je suis toujours resté sur mon fil conducteur. Et au fur et à mesure des jours, des mois qui ont passé, des années qui ont passé, les solutions sont arrivées, les aides sont arrivées, et tout ça, tout doucement, s'est estompé. Et ça, plutôt que de rester dans le côté « j'ai des dettes, mon Dieu, j'arriverai pas à payer ça, j'ai 40 huissiers qui arrivent sur le mois, j'en pouvais plus. La boîte aux lettres, c'était à la limite, je n'osais même plus aller l'ouvrir, parce que qu'est-ce qui m'arrive encore ?» Mais tant que j'étais dans « qu'est-ce qui m'arrive encore ?» mais j'attirais le pire. Et à un moment donné, je dis « stop ». Mais ça a été très vite, le temps de me réaligner et de dire « ok, Peter, c'est comme ça. » tu sais où tu vas, tu sais le chemin que tu as à suivre, et le reste, ça va se guérir. Et petit à petit, tout ça s'est guéri. Est-ce que les dettes aujourd'hui sont épanchées ou il y en a encore? Pour ainsi dire, oui, elles sont épanchées maintenant. Oui. 6 mois auprès de ton fils, il s'en sort. Oui. Là, je me retrouve à la rue avec mes 2 enfants. Merci. Alors, qu'est-ce que ça implique d'être à la rue avec 2 enfants? Et quand je dis ça, t'es où là? T'es en France ou t'es en Belgique? Non, là je suis en Belgique. Alors, je ne sais pas comment sont les services sociaux en Belgique, puisque les enfants pourraient très bien être potentiellement, vu les circonstances, placés. En tout cas, en France, je crois qu'il y a de grandes chances que ça soit dans ce cadre-là. Comment tu vis ça aussi c'est là où la magie de la vie, elle est merveilleuse. C'est-à-dire que, au départ, je suis allé voir une assistante sociale pour expliquer mon cas. La problématique, c'est, étant un homme qui avait gagné bien sa vie, qui gagnait bien pas mal d'argent, cette dame ne pouvait pas comprendre que je passe au niveau social et demander l'aide sociale. Il ne comprenait pas. Et en plus, un homme, à l'époque, donc ça remonte il y a 15 ans, il y a 16 ans, un homme avec 2 enfants, et où est la mère, quoi. Donc à chaque fois, il fallait réexpliquer, il y avait toujours une démarche. Tout ça a pris du temps.
Et à un moment donné, j'avais une dame qui venait nettoyer à la maison et que je rencontre. Elle me dit, mais Peter, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai dit, écoute, voilà, il y a ça. Elle est au courant de ce qui se passait. Elle me dit, t'inquiète pas, elle dit, je vais t'aider. Voilà. Comme quoi, il faut toujours être sympa avec les gens et qu'il faut vraiment respecter, même quand on a des gens de maison qui viennent travailler. J'ai toujours été dans le respect de ces personnes-là. J'ai jamais pris une servante pour une servante. C'était une personne à part entière et c'est cette personne-là, malgré le nombre de gens que je pouvais connaître, oui, c'est cette personne-là qui m'a tendu la main. C'est énorme. Et qui m'a dit, écoute Peter, je connais une dame qui a une grosse maison, qui vit toute seule, peut-être qu'elle pourrait t'héberger, te loger pendant un temps. Donc elle m'a fait rencontrer cette dame, qui tout de suite m'a dit, ah oui, mais attends, tu viens, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc j'ai pu être hébergé avec mes enfants, donc j'avais une maison avec 2 chambres, voilà, donc tout ça, le temps de me retourner, de reprendre mes positions. Et voilà, et après la vie reprend son cours et on repart, quoi. Alors, est-ce qu'on repart vers la mise en scène ou pas? Non, là, pas tout de suite, parce que j'ai décidé d'abord pendant 3 ans de m'occuper de mes enfants, jusqu'au moment où ils sont rentrés, où tous les deux, enfin, Jake était déjà à l'école, mais jusqu'au moment où Charlie rentre à l'école. Et à partir du moment où il est rentré à l'école, j'ai hésité entre de me relancer dans la mise en scène ou alors de monter de repartir dans un travail, je vais dire, un peu plus classique qui ramènerait de l'argent momentanément, parce que j'avais plus rien. Oui, je touchais l'équivalent du RSA ici en France, je pense. Et après, donc, grosse remise en question encore. Et en même temps, il y avait quelque chose au fond de moi qui me poussait, qui m'orientait vers ce que j'avais à réaliser. D'accord? Alors, excuse-moi, qui me poussait vers ce que j'allais réaliser. Alors, juste avant que tu abordes cette phrase, je me disais, bon, et qu'est-ce qui se passe intérieurement, notamment par rapport à peut-être ces fameuses rencontres ou ces événements un peu atypiques qui t'arrivent dans ta vie, ou sur la connexion à cette transcendance. Et là, donc, tu nous parles à nouveau ou d'un nouveau objectif ou but qui, pour l'instant, tu n'en as nullement parlé. Enfin, on ne sait pas. Non, le but, en fait, il est toujours le même. J'en ai pas encore parlé, mais le but est toujours le même. Mais encore une fois, c'était mon carnet intime à l'époque. Je ne voulais pas encore l'exposer. Parce que tout simplement, je ne me sentais pas prêt. Je n'avais pas encore toutes les données. Je n'avais pas encore je veux dire, ouais, je peux dire ça ainsi, la sagesse de pouvoir me dire, ok, maintenant je suis prêt. Et un pas à la fois, je peux y aller. Je peux commencer à lâcher tout doucement. C'était pas encore le moment. C'était vraiment pas le moment. Qu'est-ce que tu crois qui te manquait? Est-ce que tu avais suffisamment de recul pour voir qu'est-ce qui te manquait intérieurement comme apprentissage, puisque tu parles de sagesse, pour en parler ou transmettre? Parce que moi j'entends plutôt le terme transmission. Transmettre, oui. Qu'est-ce qui me manquait? Est-ce que tu avais une idée de ce tu dis à l'époque? Intérieurement. Hein. Intérieurement, d'abord il me manquait le côté confiance en moi. Ah oui. Puis alors là, j'aimerais bien que tu nous expliques, oui. Avec tout ce que tu as traversé, comment tu peux douter de... C'est-à-dire que par rapport à ce domaine-là, j'avais pas encore assez de confiance en moi. D'accord. Domaine intérieur. Domaine intérieur par rapport à ce que je pouvais transmettre. Je n'avais pas encore cette confiance en moi. Autant je pouvais partir dans une mise en scène, faire des trucs de ouf, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, c'est tellement précieux. Enfin, dans ma tête, je veux dire, c'est tellement précieux. C'est quelque chose qui doit prendre le temps d'être réfléchi, d'être quelque part un peu alchimisé. Hein. Et que je ne me sentais pas à ce moment-là de dire ok, je vais lâcher le truc. Voilà. Quelques années après, après ça, j'ai essayé. J'ai fait une expérience. J'ai tenté avec des groupes de transmettre. Ça a tout de suite bien marché. Mais vraiment, ça a marché du tonnerre. Et je dis waouh, ça marche. J'étais le premier agréablement surpris. Et donc j'ai poursuivi, j'ai continué. Mais à un moment donné,
ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, j'ai vu les personnes qui venaient, il y avait du monde, il y avait une 60aine de personnes qui venaient à chaque fois, qui attendaient le jour de la rencontre avec Peter pour pouvoir prendre éventuellement des décisions pour leur vie. Et je me dis, oh, attendez, vous me mettez une responsabilité énorme là. J'ai pas de décision à prendre pour votre vie. Et quelque part, ça faisait un peu gourou. Et je dis, ah non, moi, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je dois transmettre. Je ne veux pas que les gens soient dépendants de moi. Il n'y a pas de raison. Les gens doivent se prendre en main et grandir. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le temps d'écrire à chacun. J'ai écrit une lettre en disant pourquoi je n'allais pas continuer. Ils m'en ont voulu, mais vraiment, ils m'en ont voulu beaucoup. Et 6 mois, 1 an après, j'ai reçu à nouveau des courriers où les gens me disaient merci. Merci parce qu'ils se rendaient compte que tout d'un coup, ils étaient addicts de moi. Et moi, je ne voulais pas provoquer cette addiction. Mais eux, par leur comportement, me mettaient dans cette situation-là. Donc je me suis dit, c'est pas encore le moment, c'est pas juste. Mais est-ce que, si je peux me permettre, le fait qu'il te place en situation de gourou avec le terme péjoratif, pas tel qu'il est en Inde, n'est-ce pas typiquement humain d'avoir ou de vouloir, et notre société promeut ça, un sauveur, un héros, quelqu'un, un guide, quelqu'un qui va nous dire quoi faire, quoi penser. Et je crois que la pub de toute l'attrait à la consommation nous dit bien dans quel sens aller. Et si c'est pas dans ce domaine-là, juste pour prendre la spiritualité, des faux prophètes, faux gourous, enfin il y en a des tonnes et des tonnes. Et on pourrait se dire, oui, bon, là Peter il nous raconte ça, mais en même temps, le jour où il pourra transmettre sans avoir auprès de lui des gens qui ne l'idolâtrent pas ou sont pas devant lui, ça n'existe pas. Que ça soit chez Krishnamurti, Mooji, Franck Lobvé ou tant d'autres. Donc, n'est-ce pas aussi un leurre que de dire, bon attends, c'est pas le moment, là Peter, on va attendre un peu, on annule tout, on recommence tout, voilà. Est-ce que c'est pas quelque part une sorte d'illusion, de chimère, de croire qu'on peut suivre un enseignement sans, à un moment donné, selon la conscience de chacun, mettre l'autre en position de gourou? Alors, ce qu'il faut peut-être arrêter d'avoir cette pensée que l'aide vient de l'extérieur, que l'aide va venir d'un sauveur. La première chose que j'ai envie de dire aux gens, l'aide ne viendra jamais de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur. D'accord ? Après, il y a des personnes qui peuvent vous aider comme des panneaux indicateurs, comme quand on cherche son chemin, il y a un panneau indicateur qui peut vous dire, tiens, va visiter un peu là-bas, va voir là-bas ce qui se passe. Oui, ça oui, mais c'est pas pour ça que tout d'un coup on arrive comme sauveur. On a juste été peut-être un élément déclencheur. Donc si à ce moment-là la personne me dit, waouh, merci Peter, tu as été un élément déclencheur pour moi et tout, ok, génial, c'est bon, je l'accepte, il n'y a aucun souci avec ça. Mais tout d'un coup, dire, ouais, t'es un grand maître, ou t'es ci ou t'es là, non, je suis pas ça du tout. Et je peux pas laisser dire ça, parce qu'autrement, je fais que faire continuer un mensonge qui n'a pas lieu d'être. Je suis d'accord avec toi. C'est comme un papa. Voilà, je suis papa. Pourquoi ce moment aussi, où j'arrête ces groupes et tout, c'est que mes enfants m'ont appris énormément. C'est-à-dire que mes enfants m'ont vraiment mis face à moi-même et à un moment donné, j'ai compris que oui, je suis leur papa, je suis leur géniteur, mais tout d'un coup, c'est une âme, et je suis une âme. On est 3 âmes qui vivons ensemble, bien sûr, mais nous sommes tous des entités différentes. Et on doit respecter ça. Donc tout d'un coup, le papa que je suis n'a plus à avoir la main mise sur les enfants. Parce que les enfants, ils ne m'appartiennent pas. Oui, je suis celui avec mon ex-épouse qu'ils avons mis au monde, ça c'est clair. On les accompagne. On est juste des accompagnateurs. Et puis de temps en temps, bon maintenant ils ont 21 ans et 17 ans, donc ils prennent leur envol, ils prennent leur liberté. Donc maintenant c'est quoi ? Mais c'est un coup de fil, papa, tiens voilà, écoute, je me pose telle question, qu'est-ce que t'en penses ? Mais ils restent dans leur choix. Et
l'erreur que j'aurais pu faire, c'est justement de mettre cette emprise et tout d'un coup qu'on met papa sur un piédestal. Papa, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Mais c'est pareil avec les gens. J'ai pas envie qu'on me mette sur un piédestal. Parce que c'est pas ça. C'est un leurre. C'est un vrai leurre. Maintenant, dire aux gens, écoutez, l'aide, c'est vous. C'est à l'intérieur, chez vous, que vous allez la chercher. Et osez aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Et tout d'un coup, allez voir le mensonge que vous faites. Et là, je peux éventuellement vous aider à aller voir ce mensonge. Et ensemble, on en discute. Je peux vous prêter une oreille. Tout ça. Et si après, ça fait une ouverture chez vous et que vous prenez votre envol, et que ça permet aussi, j'ai toujours un peu cette image de la montgolfière, si tous ces sacs de sable, vous arrivez à les lâcher, ben vous allez vous envoler. Et si quelque part, j'ai pu vous aider à dire, tiens, là, prends la paire de ciseaux et coupe ces sacs de sable et laisse-les partir pour que tu puisses t'envoler, ben voilà, j'aurais juste fait mon boulot de panneau indicateur. C'est aussi simple que ça. Je reviens sur la question, quand même. Non pas que tu l'as éludé à mon sens. Pardon. Non, est-ce que ce n'est pas un leurre, de ta part, de croire que l'être humain, foncièrement perfectible, est voué, parmi les soixantaines de personnes que tu as fait, et même si aujourd'hui tu reprends 60 personnes, admettons, dans le lot, je ne sais pas, il y aura 10, 20, 30, 40, 50% qui peut-être auront cette idée du sauveur, peut-être. Ou est-ce que, d'après toi, ce qui se passe à l'heure actuelle sur la surface de la Terre fait qu'il y a de moins en moins l'attente d'un sauveur? Non, ce qui se passe à l'heure actuelle sur la Terre, il y a encore cette attente d'un sauveur. Ça, c'est ancré chez les gens. Ça fait partie de la croyance. Après, est-ce qu'on veut continuer à alimenter cette croyance ou pas? Moi, je n'ai pas envie de l'alimenter. Voilà. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est un leurre? Je ne sais pas te répondre parce que tout simplement, c'est que là, j'ai des groupes. Je ne prends jamais plus de 15 personnes en groupe. En moyenne, je travaille avec 10 personnes. Et donc, ça reste très convivial, très familial. Et c'est comme si on était des potes et on s'amuse. Voilà. Et il n'y a personne qui est mis en avant plus qu'un autre. On est tous pareils. C'est une rencontre et on est tous pareils. Après, je ne peux même pas dire qu'il y a une amitié qui se poursuit après, mais je dirais qu'il y a une relation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a peut-être un ou une qui vont m'appeler et me dire « Tiens, Peter, j'ai repensé à ça, j'ai juste envie d'avoir ton avis. » Et là, on a un échange. Et en même temps, ce questionnement que cette personne a me fait remettre moi aussi en question dans ce qui a été fait, dans ce qui a été dit, et dire « Ah tiens, mais je peux perfectionner ça, je peux avancer. » Et là, il y a un véritable échange. Tu me donnes, je te donne, et voilà. C'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est tellement simple que c'est compliqué pour arriver à ça. C'est très compliqué, parce que comme tu dis, on est tellement ancré dans ce côté, on va avoir un sauveur qui va nous aider, telle personne va me sortir de mon malheur, telle personne va... voilà, c'est comme des gens qui ont des dettes, ils vont chez le banquier pour faire un emprunt pour payer toutes ces dettes, et en plus, mais ils sont encore plus endettés, et ils sont encore plus redevables. Voilà, c'est pas dans ce système-là que je m'inscris. Hors antenne, tu m'avais raconté une petite histoire que je trouve très intéressante avec une librairie. Ah oui. Je voudrais que tu nous la cites, cette petite expérience, parce qu'en fait, il y en a plein comme ça tout au long de ta vie. Oui. Tu parlais notamment de cet homme que tu as rencontré qui... Dans le train qui a des choses à te dire, un enseignement. Il dit, c'est pas moi qui va parler. Bon, je trouve ça surprenant. Et donc, que tu racontes celle de la librairie, puis je te poserai la question entre autres, qui relierait les deux. D'accord. Alors donc, je suis à Paris, et à un moment donné, je passe devant une librairie dans laquelle, j'insiste, je n'ai jamais mis les pieds. Enfin, je n'avais jamais mis les pieds. Et là, je décide de rentrer dans cette librairie. Voilà, je rentre dans cette librairie. Et là, le vendeur m'interpelle en me disant « Ah ben monsieur, j'ai le livre qui est arrivé, que vous avez commandé. » Et dans cette librairie, je n'ai jamais mis les pieds, je n'ai jamais commandé de livre. Je vous assure, je n'ai jamais commandé de ce livre. Et
Et je lui dis, mais non, monsieur, je n'ai pas commandé de livre. Il dit, si, vous êtes venu, vous avez payé et tout, voilà le livre, il est là. Donc je le prends. Je dis, ok, je le prends comme un signe, je dis, ok, c'est que je dois le prendre. Et ce livre, c'est le livre des esprits d'Alain Kardec. Voilà. Livre que j'ai juste feuilleté, mais que je n'ai pas lu. Alors, on regarde de cet homme dans le train qui te donne un renseignement en disant je vais vous dire quelque chose, mais c'est pas moi qui le dis. Et cet exemple-là, et j'imagine qu'il y en a eu d'autres du même acabit. Oui. Alors déjà, juste une parenthèse, excusez-moi, mais il y a beaucoup de choses sous-jacentes qui me viennent. Déjà, d'une part, toi qui nous parles de ces temps manquants, ou d'endroits où tu as été, mais il faut 3 heures pour revenir, alors que tu t'es absenté 1 heure, etc. Nous laisserait peut-être entendre que tu y es passé, dans cette librairie, sans que tu t'en souviennes, un temps manquant. Peut-être. Bon. Mais ça, je n'en ai pas la confirmation ni la certitude. Donc, je dis ça aussi, et je pense notamment à un élément comme la bilocation, qu'une personne puisse se trouver à 2 endroits en même temps. Padre Pio pouvait faire en conscience ce genre de choses. Mais il y a plus fort une résistante durant la Deuxième Guerre mondiale, française, qui était douée de cette bilocation, mais elle en conscience. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut être à 2 endroits en même temps, dont une part de nous, j'allais dire, n'a pas conscience d'être là où il se trouve et de faire ou de dire certaines choses. Voilà. Et puis, tu nous donnes l'exemple quand tu es metteur en scène, où à un moment donné, tu parles, tu mets en scène un acteur, et puis tu te tournes vers l'autre, tu dis un truc, mais tu ne te souviens pas l'avoir dit. Mmh. Voilà, je trouve intéressant cet élément concernant cette librairie. Je ne sais pas si tu en penses quelque chose, regarde ce que je viens de dire comme différents... Oui. Oui, la bilocation... Enfin, ça ou t'en manques? Je pense qu'à partir du moment où des personnes l'ont vécu consciemment, ça veut dire que ça existe. Voilà. Donc, est-ce que moi je l'ai vécu inconsciemment? Peut-être. Mais je ne peux pas le confirmer parce que j'en ai pas le souvenir et j'en ai pas la preuve non plus. D'accord. Donc c'est difficile pour moi d'en parler. Par exemple, pour te parler de ces moments dans l'espace-temps où je pars et que je me retrouve ailleurs, il y a, juste pour donner un exemple, quand je devais aller chercher mes enfants à l'école, et à un moment donné, je partais un peu plus tôt, je m'arrêtais, il y avait un très beau bois, et j'aimais bien garer la voiture à un endroit, et j'allais me marcher un peu dans les bois avant d'aller chercher les enfants à l'école. Et donc, je savais plus ou moins le temps, donc je marchais à peu près une demi-heure, et puis une demi-heure de retour, donc ça faisait 1 heure, d'accord? Et puis je reprenais la voiture, j'allais chercher les enfants. Donc, je marche, là, et puis je reviens pour aller à la voiture, sauf que je me retrouve de l'autre côté du bois, où là, j'ai mis 3 heures pour revenir à la voiture. Voilà. Ce moment-là, j'ai un souvenir bien précis, c'est que là, je me retrouve à recevoir pendant ce temps-là, un enseignement. Je reçois quelque chose d'ailleurs, face à des êtres énormes, et là, je reçois un enseignement. Mais là, je reviens avec ça, je reviens avec cet enseignement-là. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler là, pour le coup, d'abduction? Je sais pas les termes, hein, parce que c'est qu'une question de termes. Mais... beaucoup de gens diraient oui, c'est une abduction. Parce qu'il moi, j'ai pas le sentiment. Je donne un autre exemple. Il y a des personnes qui sont et nous tous, en fait, qu'on s'en souvienne ou non, lorsque l'on dort la nuit, il y a une part de nous qui vont avoir des enseignements dans d'autres sphères ou dimensions qui reviennent, et puis voilà. Sauf que le corps, il est inerte. Mm-hmm. Or, il y a aussi des personnes qui reçoivent certaines informations dans leur corps alors qu'ils sont en mouvement, etc. Au même titre que quand tu mettais en scène un acteur, que tu te tournes vers l'autre, qui parle à travers toi. Si tu t'en souviens pas, c'est une certaine part de toi qui s'exprime et qui prend littéralement possession de toi l'espace de quelques instants. Donc on peut être très bien en mouvement, être là sans être là, et recevoir certaines informations au point que le corps, tu parlais de l'intelligence du corps, de la conscience du corps, lui fait ce qu'il a à faire, au même titre que quand on conduit, on passe les vitesses, on ne sait même pas qu'on les passe, on est au téléphone et on fait une conversation. Ce qui t'emmène à l'autre bout de la forêt, en l'occurrence, où tu reçois peut-être un enseignement sans pour autant que le corps, lui, ait été emmené ou enlevé.
Le corps n'a pas été emmené ni enlevé, D'accord, ça c'est ok. clair. Non, Ok. ça c'est clair. C'est vraiment la conscience qui part. Ok. Alors là où je voulais en venir, après cette parenthèse qui est un peu longue, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de voir un petit peu finalement ce que tu es amené à traverser et qui est un peu hors norme, même s'il y a de plus en plus de gens, et on en parlait Qui juste le avant, vivent, bien qui sûr. vivent ce genre de choses. Lorsqu'on parle d'un homme qui te donne un enseignement concrètement dans le train, d'une librairie qui te passe un bouquin que tu ne lis pas, au même titre que tu comprends peut-être pas trop ce que te dit le mec dans le train, sans compter les autres éléments, que faire de tout ça? C'est-à-dire, apparemment on veut t'enseigner. Toi, tu souhaites, tu as posé l'intention de pouvoir mettre en œuvre un objectif qui est en lien avec le fait de grandir intérieurement, être suffisamment sage pour sentir le moment Ça- où... Prêt, être prêt. Voilà, être prêt. Et qui dit être prêt ou qui dit être sage dit être initié. Et peut-être que un mec qui vient de parler dans le train et qui te dit ça, c'est tellement peu commun que je pourrais me dire, moi, oula, attends, je vais l'écouter celui-là. S'il a quelque chose à J'ai me retrouvé ce monsieur par après. Je l'ai retrouvé, qui était médecin. C'était un médecin. transmettre. En plus. Donc, pour dire que c'était pas un gars comme ça, c'était un médecin et qui n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. C'est vrai? Oui. Il s'en souvenait? Oui, il s'en souvenait. Il se souvenait de ce qu'il t'avait dit? Non, non, mais il Ah. n'a pas compris, parce que lui, il a un trou noir, là. C'est quand même particulier. Il se souvient d'être entré dans le train, de s'être assis, il se souvient de m'avoir de commencer, enfin, de m'avoir parlé, et puis c'est le trou noir, et puis il se souvient quand il sort du train, etc. Cet homme-là, tu l'as retrouvé par hasard? C'est-à-dire qu'il s'était présenté, quand il me dit voilà, je me présente, mais il ne m'a pas dit qu'il était médecin. Et comme j'avais son nom et son prénom, donc j'ai fait une recherche, je savais qu'il était sur Paris, donc j'ai fait une recherche Il se souvenait de toi? Oui, bien sûr. Oui. Et de fil en aiguille, je l'ai retrouvé. Et qu'est-ce qu'il y a comme explication à donner à... Parce qu'il se souvient de toi, de l'événement, mais il n'a aucune conscience de ce qu'il t'a dit. Oui. C'est énorme comme... Oui, je sais. Et pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? Ou peut-être, quand tu l'as retrouvé, qu'est-ce que tu as pu lui dire sur... Enfin, c'est tellement déconcertant. Je ne sais pas ce que cet homme vivait dans sa vie, les questions qu'il se posait ou pas, mais ça peut remettre une vie totalement en question. Surtout Quoi. pour un médecin. Bah oui. Donc c'est pour ça que peut-être que le fait que tu le retrouves et que tu lui... Je sais pas, si vous vous êtes dit... Donc on s'est retrouvés, on a parlé longuement tous les deux. Et j'ai pu lui expliquer un peu ce moment de trou noir que lui, il avait en lui. Donc lui, ça ne lui parlait pas du tout. Et on s'est revus plusieurs fois. On a dialogué beaucoup. Et il avait beaucoup de mal à accepter ça, le fait que quelque chose d'autre ait parlé à travers lui. Après, maintenant, il faut se remettre dans le contexte. On est dans les années 90. On commence à parler de toutes ces choses-là. Voilà, il y a eu plusieurs ouvrages qui sont sortis, mais c'était encore un peu frileux. Oui, tout voilà. à fait, ouais. Donc, à un moment donné, il m'a dit, on va en rester là, et peut-être qu'à un moment donné, un jour, je comprendrai. Voilà ce qu'il m'a dit. Et on s'est quitté là-dessus. D'accord. Donc, je reviens sur c'est-à-dire que tu as donc un objectif, où tu as posé une intention qui est en lien avec toi, et être prêt intérieurement. Voilà. Et de surcroît, donc, tu as cet homme dans le train qui te donne, ou ce médecin, qui te transmet quelque chose. Et quand tu en as parlé tout à l'heure, j'ai eu le sentiment que tu n'y portais pas spécialement attention. Tu as cet homme qui te donne le livre des esprits d'Allan Kardec, que tu feuillettes, qui te dit mais si vous l'avez acheté, mais tu ne prêtes pas vraiment attention. Je l'ai toujours, le bouquin. D'accord. J'aurais dû l'apporter, je l'ai toujours. Mais moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est comme si, imagine, je vais donner une sorte d'image, je vais apprendre les mathématiques, j'ai un physicien, un géomètre et puis un ingénieur qui viennent, qui me parlent dans des moments peut-être anodins, qui veulent m'enseigner leur matière,
Et moi, je suis en train de regarder ailleurs, dans une direction, alors que j'allais dire peut-être que c'est là. Tu te poses des questions, tu veux être prêt, mais je te donne les outils, mais est-ce que tu écoutes? Le sentiment que je pourrais en avoir, c'est ça. Je voulais avoir ton sentiment là-dessus. Alors, les outils, je les prends. Et je suis à l'écoute. D'accord? Mais j'ai toujours un recul. Il est important pour moi d'avoir un recul, parce que il faut bien comprendre qu'on peut avoir tout et n'importe quoi aussi. D'accord? Alors, j'ai toujours derrière moi un recul. Je prends toujours de la hauteur et je regarde ça avec beaucoup, beaucoup de recul. Ça peut paraître, on peut croire que ça ne m'atteint pas, que ça ne me touche pas. Bien sûr que ça me touche et ça m'atteint. Mais je ne veux pas me laisser emporter par l'événement qui est en train de se passer, qui a l'air exceptionnel, qui a l'air mystérieux. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Et à nouveau, pas à pas, je vais lever le voile tout doucement. Et petit à petit, je lève le voile et j'intègre, et j'intègre, et j'intègre le temps qu'il faut. Tu sais quand même que Alan Kardec, qui est le père du spiritisme, oui, si on peut dire ça comme ça, en tout cas en Europe, aujourd'hui, quand on parle du spiritisme, on va au Brésil ou en Amérique du Sud, alors je dis pas que c'est une nouvelle religion, mais avec cette vision qui a posé les bases, le livre des esprits, le livre des médiums, oui, d'Alan Kardec. Donc, oui. Même si j'entends ce côté prise de recul pour dire, oh là, ok, tu as quand même un livre référence Oui. dans un domaine pour peut-être comprendre ce que tu vis, Alors, voilà comment je fonctionne. Ouais. C'est drôle que tu parles de ça maintenant et que tu insistes là-dessus. Oui. Ce livre, je suis allé le rechercher il y a 4 jours. Il était dans une caisse. Et parce que justement, j'avais besoin de réponses. Et j'ai ouvert ce livre et j'ai eu les réponses que j'avais besoin. Donc ce livre que j'ai eu il y a X années m'a apporté la réponse maintenant. Alors je t'ai posé ces questions d'une manière un peu assistante parce que je sais aussi qu'il n'est pas nécessaire de lire un livre pour en avoir la substantifique moelle. Oui. Que l'énergie du livre peut des fois opérer, oui. Voilà. Et débloquer des choses et développer des choses. Au même titre que l'homme médecin qui dans le train te parle, même si tu ne comprends pas ce qu'il te dit, au même titre que on va voir un thérapeute, quel qu'il soit, qui nous dit quelque chose avec le cœur, la tête va peut-être essayer de comprendre, mais elle aura beaucoup de mal, mais l'essentiel c'est qu'au niveau énergétique, il y a un passage qui se fait suffisamment fort pour faire basculer et commencer à semer des graines, ou peut-être fêler la coquille, ou quelque chose comme ça. Le mental viendra peut-être par la suite. Donc voilà, j'entends très bien qu'il n'est pas nécessaire de... et je trouve intéressant, c'est pour ça que j'insistais bien, oui. Parce que forcément ceux qui t'écoutent disent, mais attends, le mec, il y en a qui rêveraient d'avoir ce genre d'événement dans leur vie. Ou, quand je dis rêveraient, dans cette quête mystique, spirituelle, qui souhaitent se reconnecter à la transcendance, on s'imagine toujours des miracles. Oui. À t'écouter quand même de l'enfant dans la boîte à chaussures, 850 grammes... 950. Excuse-moi. 950. Et le parcours qu'il a eu l'occasion de faire en étant champion du monde de coiffure, metteur en scène... Ça peut énerver plus d'un, ça je peux comprendre. Voilà, il y en a qui pourraient dire, non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Cet homme, c'est qui? C'est quoi? Enfin, je veux dire, je saisis pas, je comprends pas. Et heureusement ou malheureusement, je n'en sais rien, mais le mental, pour ceux qui écoutent cette émission, a besoin d'être rassuré. Oui. Je pose aussi des questions qui sont en écho à la multitude. Donc, vas-y. Dans tout ça, il y a un autre événement qui s'est produit. Par rapport au livre, je suis entièrement d'accord avec toi. Il m'arrive souvent par exemple, des fois, dans ton émission, tu reçois des invités, et puis il y a des livres très intéressants, et je me dis, tiens, je vais le lire. Voilà. Et c'est très drôle parce que je vais prendre le livre, je vais tomber sur une page, je vais lire, j'ai une information importante, et tout d'un coup, c'est comme si je connaissais le livre. Le livre m'a parlé, donc c'est très bien. L'expérience que j'ai vécue, il y a deux expériences très fortes que j'ai vécues, vraiment dans la chair, il y en a trois. Donc, à un moment donné, quand je trouve
après que cette dame m'ait accueilli avec mes enfants, ensuite j'ai trouvé un petit studio, etc. Et je suis allé vivre avec mes enfants dans le studio. Là, j'ai eu un petit passage à vide. Vraiment, j'étais dans... c'est pas une dépression, mais plus rien ne m'intéressait. Je me remettais en question dans tout. Il y avait une totale remise en question, en me disant, mais j'ai tout ça en moi, mais à quoi ça sert, quoi? Je peux rien en faire, à quoi ça sert? Tout ça pour en arriver là. Voilà. Donc ces questions-là, je me suis posées. Et un jour, mes enfants n'étaient pas là, j'étais un peu tout seul. Quelqu'un avait pris mes enfants pour me laisser un peu souffler et respirer, parce que c'était vraiment une petite période où j'étais pas bien. Et je suis dans ce studio tout seul. Et là, je commençais à boire beaucoup de café. Et j'appelais ça mes méditations à la caféine. Et un jour, donc, je me lève du fauteuil pour aller me resservir un café. Et là, j'ai quelque chose qui me prend là et qui me frappe par terre. Et je suis cloué au sol, les bras comme ça, et je ne sais plus bouger. Je n'arrive plus à bouger. Et tout d'un coup, en moi, il y a eu vraiment le déclic. Mais qu'est-ce que tu es en train de foutre, Peter? Où tu vas, là? Et à nouveau, il y a en moi ce déclencheur, cette fureur de vivre qui revient, et là, je rebondis. Et là, j'écris, là, je commence à écrire. C'est la première fois où je commençais réellement à écrire par rapport à ce que je recevais. Et là, j'ai commencé à écrire. Donc, tout ça, ce sont des notes que j'ai toujours. Hein, et puis, quelque temps après, j'ai un véritable appel. C'est-à-dire que dans la tête, pendant 7 jours et 7 nuits, non-stop, j'avais le mot Christ qui me venait en tête. Christ, mais non-stop, je devenais fou. C'est quelque chose qui me rendait dingue. Je suis allé voir des curés, je suis allé demander de l'aide. Je savais plus à qui demander de l'aide, tellement que c'était fort. Et à un moment donné, je suis allé dans une chapelle que j'aime beaucoup. Et là, je me suis tapé à genoux. Et je dis non, ça suffit maintenant. J'en peux plus. Mais je me suis mis à genoux. Et j'ai compris ce que voulait dire plier le genou. Savoir plier le genou. Et là, ça s'est arrêté. Et à partir de là, je dis, ok, je suis à ton service. Demande-moi ce que tu veux, mais je suis à ton service. Voilà. Et à partir de là, donc ça c'est arrivé donc on était en 2004-2005. À partir de là, j'ai repris tout doucement ma carrière de metteur en scène. J'ai fait une belle rencontre avec Angélique Pirot qui m'a accompagné dans tout ce cheminement à partir de là. Et on a commencé à écrire des spectacles qui allaient dans ce sens de passer des messages de comment nous pouvons changer de point de vue dans notre réalité. Comment ça fonctionne. Et donc on a commencé à faire ce travail. Et petit à petit en moi, j'ai commencé tout doucement dans ces écritures de pièces, de mettre tout doucement des enseignements que j'avais reçus, petit à petit. Voilà. Je distillais ces enseignements qui ont eu leur impact auprès des gens, et que les gens sont venus nous voir après, waouh, ça fait réfléchir, c'est intéressant, ben, j'avais jamais imaginé ça comme ça, tiens, j'avais pas pensé que ça fonctionnait comme ça, etc., etc., etc. Donc voilà, donc petit à petit, j'ai commencé à dévoiler dans ce sens-là les informations. En lien avec le metteur en scène. Oui, voilà. Parce que c'est ce que j'avais en moi que je pouvais. Voilà, c'est ce que je savais mieux le faire, quoi. Voilà, ça c'était le point de départ. Et excuse-moi, Peter, juste avant que tu continues. Au regard de tout ce que tu nous as raconté, c'est quoi le lien avec l'énergie christique ou Yeshua
dans quelle mesure tu étais connecté ou pas à cette figure et ou à l'énergie christique? Tu veux dire quoi, le lien ou Oui, parce que depuis tes gamins, bon, tu as été voir chez les nonnes, le catéchisme t'as fait, bon, ok, donc, mais tu gardes, toi, le souvenir d'où on vient. Est-ce que l'énergie christique ou Yeshua représente quelque chose pour toi au regard de ce souvenir? J'en sais rien. Mais là, si c'est à ce point-là prégnant, alors si c'est quelque chose comme une sorte de, j'allais dire, de rémanence, oui, ok, bon, qu'est-ce que tu veux me dire? Ou, mais attends, qu'est-ce que j'ai à foutre là? Je veux dire, Non, parce qu'à un moment donné, on peut avoir tout ça, mais on peut s'égarer aussi. Donc il y a un petit rappel. Là, j'étais en train de m'égarer. Et, du fait d'être dans cette descente? Oui, j'étais en train de m'égarer parce que on est humain quand même. Je veux dire, on vit une vie d'humain. On a les problèmes comme tout le monde. On ne survole pas les problèmes. On les vit et on les prend. On les prend peut-être d'une manière différente. On les aborde différemment. Mais à un moment donné, on les vit quand même. Hein. Et je dirais qu'à ce moment-là, il y a une sorte de crise de foi. Il y a une crise de foi parce que à un moment donné, ça va, stop, ça suffit quoi. Et je comprends pas qu'est-ce qu'on veut de moi, qu'est-ce qu'on attend de moi, même si au fond de moi je le sais. Parce que je connais l'objectif. C'est ça qui est grave, c'est que je connais l'objectif que je dois atteindre. D'accord, je sais où je dois aller. Et à ce moment-là, je suis dans cette crise où j'ai envie de tout balancer, où j'ai envie juste de fermer les yeux et de me dire allez, stop quoi, stop. Parce que là c'est trop, c'était de trop. Et aussi la problématique que je rencontrais, c'est que à force d'être trop dans ce côté carnet intime, que je ne partageais avec personne, ça devenait lourd aussi. Si j'avais pu à ce moment-là le partager avec des personnes qui auraient pu m'écouter sans être dans la moquerie ou sans être dans le jugement ou quoi que ce soit, juste écouter. C'est pour ça que je m'étais tourné vers les curés en me disant on va peut-être m'écouter là, etc. Mais bon, là, laisse tomber. Il n'y a rien eu du tout. Et oui, j'ai trouvé l'écoute, j'ai trouvé l'oreille d'Angélique, Angélique, que je rencontre et qui tout d'un coup entend ce que j'ai à dire et ne comprend pas toujours et reste des fois dans une interrogation et me dit mais bon, c'est un peu particulier ce que tu me racontes là, c'est un peu bizarre là ce qui t'arrive, je comprends pas. Mais elle n'était pas dans le jugement et tout d'un coup elle m'ouvre une porte qui me permettait de partager. Et tout doucement, en ayant ce partage, je pense que je suis resté trop longtemps enfermé dans ma tour d'ivoire avec ce côté intime. Et ce trop-plein, voilà, le corps physique, à un moment donné, tu le dégages ou pas, quoi. Et c'est vrai qu'on aurait très vite tendance, j'ai pensé à l'alcool, j'ai pensé à la drogue, j'ai pensé à tout ça, j'ai failli. Il s'en fallait très peu pour que je tombe dans toutes ces dérives-là. Parce que je pense que quelque part, cet échappatoire, à un moment donné, on a envie d'y échapper. Pourtant, il y a tout un côté merveilleux. C'est ça qui n'est pas logique. Ouais, c'est ça, ouais. Quand je vois ce côté merveilleux, cette fureur de vie, waouh. Mais à un moment donné, je sais pas, est-ce qu'on est rattrapé par nos démons? Est-ce que la vie, tout ce qui se passe autour, etc., parce que voilà, il se passe quand même des tas d'événements, il y a des responsabilités, il y a tout. On se dit, mais ça pourrait être si simple. Et pourtant, on doit galérer, quoi. On doit galérer. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, ok, j'arrête de galérer maintenant. C'est fini, je ne veux plus galérer. Je sors de là et je poursuis. Et il y a cet appel christique, à nouveau, il y a cette reconnexion, et il y a cette force, et on repart, quoi. Voilà. Je dirais que c'est plus une crise de foi à ce moment-là. Oui, j'entends bien. Mais une vraie crise de foi, hein, vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que ça se manifeste avec Christ. Je veux dire, on peut avoir la foi en la transcendance, en la vie, cette fureur de vie dont tu parles, via sa propre gnose personnelle, à travers peut-être une philosophie un peu plus, j'entends philosophie comme le bouddhisme
ou d'autres mouvements où on peut faire la sienne, j'en sais rien. L'énergie christique est bien particulière, on sait à qui ou à quoi ça fait référence. La question serait de savoir quel avait été le lien spécifique avec lui ou... J'ai toujours été lié au Christ. Ça a toujours été en moi, ça a toujours été. Donc, limite, je n'aurais même pas eu le droit de douter parce que j'ai pu vivre des choses belles et là, j'étais toujours en remerciement au Christ. Comme j'ai pu vivre des choses mauvaises et je demandais de l'aide au Christ. Ça m'a jamais traversé l'esprit de m'orienter vers le bouddhisme ou vers d'autres religions. C'était le Christ, point bas. Mais quand je parle du Christ, c'est pas le Christ de la chrétienté, c'est vraiment l'énergie christique, cette énergie d'amour. D'accord. Donc, tu mets en place, avec Angélique, des mises en scène au regard de ce que tu as écrit durant 7 jours de cette nuit. Mmh. Et il se passe des trucs super intéressants pour les gens qui viennent voir ces scènes. Oui. Est-ce que toi, pour là, on rejoint... est-ce que c'est du théâtre pur ou est-ce que c'est en lien avec... tout à l'heure, tu nous parlais des groupes dont tu parlais, où il y avait 60 personnes et quelques. C'est quoi le pont? Est-ce que c'est en parallèle, ces deux éléments? Est-ce que c'est... Non, là je repars vraiment dans une démarche, on a appelé ça des conférences-spectacles. Et on allait dans les théâtres, on tournait dans les théâtres, où donc j'étais tout seul en scène, donc là c'est moi qui jouais, et Angélique faisait la mise en scène, et donc on présentait donc sous forme de conférence, mais à la fois je jouais les scènes. C'est-à-dire qu'il y a un spectacle qui s'appelle L'étrange mécanisme de la pensée, où on décortiquait tout le fonctionnement d'une pensée. Donc du moment où on la crée, et les conséquences que cela peut avoir, et les égrégores que ça peut créer, etc. Et on montrait ça aux personnes, mais très simplement, sans entrer dans des théories scientifiques, etc. Et, alors que nous, on s'était basé sur des théories scientifiques, et on a essayé de simplifier ça. Et en même temps, donc, autour de ça, dans les petites scènes que je jouais de comment fonctionnait une pensée, j'amenais aussi cet enseignement qu'on pouvait avoir, que j'ai reçu et que je pouvais passer. Et voilà, et ça, c'était très très sympa. Et puis on a créé l'étrange mécanisme de pensée, puis un principe oublié, penser. Voilà. Donc on oublie de penser correctement, voilà, en conscience. On pense souvent avec l'inconscient. Et donc voilà, et on est parti là-dedans. Et puis de fil en aiguille, on a continué à faire les tournées. Ensuite, nous avons déménagé de Belgique, nous sommes allés nous installer en Dordogne. Et là, on a rencontré des gens exceptionnels. Des gens qui sont réellement, je veux dire, acteurs de leur vie. Et là, ce qui était intéressant, c'était de voir que des gens pouvaient vivre correctement de leur passion et de ce qu'ils sont, de ce qu'ils incarnent réellement. Et là, avec Angélique, on a décidé de passer derrière la caméra. On s'est dit, OK, on va faire un documentaire sur ces gens-là. C'est des gens qui ne sont pas connus. On ne voulait pas de gens connus, d'ailleurs, dans le film. On voulait que ce soit monsieur et madame tout le monde, pour que le public puisse se reconnaître en eux aussi. Et on est parti d'un questionnement. Le questionnement était le suivant. Avec tous ces gens partout dans le monde qui font les choses autrement, pourquoi notre monde ne bascule-t-il pas ? On a posé cette question à on avait 13 intervenants, on a posé cette question, et le but c'est qu'ils apportent leur vision à eux par rapport à cette question, qui est devenue une réelle base de réflexion. On s'est retrouvé avec 17 heures de rush, et à partir de là, on a fait un montage, on a créé un scénario, et on a fait un film d'1h26, qu'on a tourné un peu dans toute la France, en pas mal de régions françaises, dans les cinémas, avec l'aide des associations. On a fait cinéma plus débat. Et là, c'est ça qui est très drôle, parce que c'est toujours quand on s'y attend le moins que les choses arrivent. Parce que ce film, au départ, on est venu en Dordogne, on n'avait même pas de projet de film. Ça n'était même pas dans notre esprit. On était venu en Dordogne parce qu'on a eu le coup de cœur. Et on voulait s'installer là parce qu'on se sentait bien et on voulait changer de cadre de vie. Et
ce documentaire est né. On a rencontré des personnes là-bas qui ont participé pour la réalisation, des personnes qui avaient du matériel, etc. On a vraiment trouvé des gens qui sont venus s'imbriquer dans ce projet, et ce projet, il s'est monté. Et on a pu sortir le film grâce à un travail d'équipe et vraiment de coopération. Qui s'intitule comment ce film ? Les acteurs de la vie. Les acteurs de la vie, on peut se le procurer où ? Alors maintenant, on le vend, nous le vendons, il est sorti en DVD et en coffret DVD. C'est-à-dire, il y a le DVD avec le film qui fait 1h26, et puis il y a le coffret DVD où on a décidé de mettre toutes les réponses intégrales de chaque intervenant. Wow. En bonus. Donc voilà, donc on peut se le procurer sur notre site. Il est en vente sur notre site. Le site étant donc c'est www.image-in image au singulier. Image au singulier. Donc in-ren-production.com. Vous pouvez retrouver le lien exact directement sur l'article qui est consacré à cette émission avec Peter Muller. Donc ce film se fait, on fait les débats au sein des cinémas, et chaque soir, il y avait toujours la même question qui revenait. Mais monsieur, comment devient-on acteur de sa vie ? Alors vous avez les témoignages. Oui, il y avait les témoignages. Vous voyez les témoignages et les gens voyaient les témoignages, et la question qui revenait, c'est « Mais c'est merveilleux, mais il y en a qui se reconnaissaient dans un tel intervenant, l'autre si. Il y en a qui n'aimaient pas un tel, mais qui aimaient l'autre. Enfin voilà, le documentaire a été réalisé de manière à ce qu'il suscite le débat. Voilà. Et c'est une véritable base de réflexion. Donc il ne faut pas le regarder comme un film. On peut le regarder, mettre stop et réfléchir un peu, et puis repartir et continuer. Et la question récurrente a été la suivante, c'est comment devient-on acteur de sa vie ? Et avec Angélique, parce qu'on a fait plus de 5000 km sur quelques mois, à un moment donné, Angélique m'a dit, mais Peter, elle dit, tu crois pas qu'il serait peut-être temps que tu fasses quelque chose là tu as peut-être quelque chose à faire là, c'est peut-être le moment. Et je lui dis, mais quoi ? Elle dit, mais tu crois pas qu'il serait peut-être temps de faire des ateliers sur comment devient-on acteur de sa vie ? Toi, en tant que metteur en scène, et avec ce que tu sais, acteur de sa vie, se nommer tout voilà, cohérent parfaitement. C'est peut-être le moment. Je dis, tu as peut-être bien raison. Comme toujours. Elle a souvent raison d'ailleurs. Et dans la démarche, donc je commence à réfléchir, je me dis, ok, comment je peux faire, ok, il y a le film, il y a le débat, et on peut peut-être inclure un atelier, etc. Mais un atelier d'un jour, je me disais, c'était un peu compliqué un jour. Sur une journée, c'est de devoir passer beaucoup d'informations sur peu de temps, et c'est pas évident. Donc je me dis peut-être sur 2 jours. Entre-temps, je peux peut-être expliquer avec le sentier, parce que tout à fait. Tout ça est lié. En fait, ce qui est important, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de carrière, mais tout est lié en fait. Tout ça est arrivé pour m'amener là à cet objectif bien précis dont je parle depuis le début et que je vais dévoiler là maintenant. Comment t'as entendu parler ? Alors, quand on parle du sentier, je fais une parenthèse, excuse-moi Peter, on parle du sentier de Bertrand Leroy, auteur, je le rappelle, de La Porte Mystérieuse du Mont Saint-Michel, et pas Saint-Michel. Vous pouvez retrouver justement l'interview de Bertrand au regard du livre sur l'article Quantique Planète qui lui est consacré, et on rappelle bien entendu que Bertrand organise des marches avec toute son équipe vers le Mont Saint-Michel. C'est des marches alchimiques de 4 jours. C'est magique. Si vous n'avez pas vu l'émission, ou si vous n'avez pas eu l'occasion de marcher, ou si vous avez envie de changer, d'avoir un miracle dans votre vie, c'est pas peu que d'utiliser le mot miracle. Je vous assure, faites ce sentier. Votre vie changera, et que pour le mieux. D'ailleurs, si vous en voulez un exemple, c'est pas tout le monde comme ça, mais quand même, Peter va nous raconter son sentier, surtout en arrivant au Mont Saint-Michel. Oui, bon après, oui, bien sûr, c'est pas tout le monde comme ça. On vit tous des choses, c'est clair, mais après, c'est en fonction de chacun et ce qu'on va chercher également. D'accord ? Donc, pour moi, le sentier se passe bien. Comment tu en as entendu parler, excuse-moi ? D'abord, c'est un cadeau d'anniversaire. Ah bon ? Oui, quand Angélique m'a
m'a fait, voilà. Non. Parce que je lui avais toujours dit, je rêverais de faire un pèlerinage, j'avais envie de faire un pèlerinage. Et en regardant une de tes émissions avec Bertrand, elle s'est dit, ça, c'est pour Peter, quoi. Donc, comme c'était mon anniversaire, elle m'a dit, Peter, je t'offre le cadeau, tu peux aller au sentier, quoi. Et elle est venue avec moi, elle m'a accompagné, elle m'a dit, je le fais avec toi, comme ça, on le fait ensemble. J'ai dit, ok, génial, super, on part faire le sentier, quoi. Je ne vais pas expliquer tout le sentier parce qu'il s'est passé des tas de choses, mais ce qui est d'abord génial par rapport au sentier, et ça j'invite tout le monde vraiment à faire ça, c'est qu'il y a un groupe, que les gens qui vont au moment où vous allez marcher, c'est une rencontre qui n'est pas anodine, il y a une raison que tout le monde se retrouve là, et chacun lors de la marche peut s'apporter des choses. Voilà, ça je fais juste la petite parenthèse, c'est important de le savoir. Parce qu'on se transmet tous, lors de cette marche, quelque chose. Voilà. Il y a une transmission. Et donc il y a le premier jour, deuxième jour, troisième jour, puis il y a le quatrième jour où on traverse les prés salés et on arrive à la baie du Mont-Saint-Michel. Quand on arrive à la baie du Mont-Saint-Michel, on attend le passeur. Voilà, le passeur... j'espère qu'il m'excusera, j'ai oublié son prénom. Gilles, voilà, Gilles. Et à ce moment-là, Gilles, avant de démarrer, il nous fait faire une petite méditation de reconnexion avec la Terre et tout, pour un peu qu'on se réaligne tous, hein, parce que on avait quand même marché près de 100 km, là, donc c'est pas mal. Hein. Et il nous restait, pour arriver au Mont-Saint-Michel, encore 10 km à traverser donc, sur la baie. Donc là, on fait cette connexion et à ce moment-là, au moins, il y a quelque chose qui se passe. J'ai une bouffée de chaleur et une boule d'énergie qui arrive en moi et qui me donne une pêche, mais incroyable. Et là, je dis à Angélique, écoute Angélique, je vais marcher devant, je vais y aller, j'ai besoin de marcher parce que voilà, j'ai vraiment besoin de marcher. Donc là, voilà, on part, on marche. Et quand on arrive un peu avant le Mont-Saint-Michel, tout le groupe se reforme et là on fait une photo de groupe. Et ensuite, quand la photo de groupe est faite, on repart vers le Mont-Saint-Michel et je sais pas, je dirais qu'il reste peut-être 500 mètres à faire. Et donc je marche, Angélique est à mes côtés et là je regarde mes pieds avancer et je suis propulsé dans un autre monde, je veux dire. Mes pieds ne marchaient plus dans le sable, ils ne marchaient plus sur la baie du Mont-Saint-Michel. Je marchais dans le sable du désert, je veux dire, voilà. Et je suis vraiment, je fixe mes pieds. Je suis vraiment, j'ai même pas le réflexe de me dire, je vais lever la tête pour voir où je suis ou quoi que ça. Je fixe mes pieds. Je ne sais pas pourquoi, je fais une fixation sur mes pieds. Et là, je marche et je vois des gens. Et je vois que je reçois des coups de bâton, des pierres. On était en train de casser mes chevilles et mes pieds. Donc ça, je le vis dans ce songe. C'est pas tant un songe, c'est vraiment oui. Tu vois. Je le vis vraiment. Je le vis vraiment. Sauf que à côté de moi, il y a Angélique qui, je l'entends au loin, qui me dit mais Peter, ça va ? Peter, ça va ? Parce qu'elle me voyait, elle ne savait pas ce qui était en train de m'arriver. Bon, elle sait très bien que j'ai des moments d'absence, parfois, je pars. Alors elle me dit, Peter, t'es plus là, reviens. Donc, elle me ramène ici. Et là, elle me dit, Peter. Et là, elle me voit que je suis en train de pleurer. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que t'as ? Et je sais que je lui dis, mes pieds sont cassés. Si j'arrête de marcher, je ne pourrai plus avancer. Mes pieds sont cassés. Je dois continuer à marcher. Et là, elle panique, elle dit, mais attends, si tes pieds sont cassés, arrête-toi, t'es fou, tu peux pas continuer, etc., etc. Et je dis, non, je dois continuer. Et moi, je vis toujours ce côté, et je vis la douleur aussi, vraiment, donc de là jusqu'à mes orteils, on frappait. Et je continue à avancer, avec Angélique qui me dit « Mais Peter, arrête, qu'est-ce que tu fais ?» Donc elle est en train de me secouer, de me disputer, mais moi je l'entends toujours très loin. Et on arrive au pied du Mont-Saint-Michel où il y a tous les rochers, et là je dis « Je m'assieds là et je bouge plus. »
Et je m'assois sur un rocher, et là, elle va chercher l'ostéopathe. Il y avait un ostéopathe dans l'équipe qui est un compagnon. Et là, il arrive, et Angélique lui dit, mais Peter dit qu'il a les pieds cassés. Et l'ostéopathe prend mes pieds, et il regarde, il tourne mes pieds, il dit, mais Peter, tu n'as rien. Et à ce moment-là, quand lui prend mes pieds, je reviens dans ce moment-là présent. Et la seule chose, c'est que j'ose pas lui dire. J'ose pas lui dire ce que ce que j'avais vécu. Mais en même temps, lui, il a mes deux pieds entre ses mains et il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je commençais à avoir tous les hématomes qui ont commencé à ressortir, à émerger comme ça de tous ces coups que j'avais reçus. Et tout d'un coup, il me regarde et dit, mais t'es en train de nous faire les stigmates. Qu'est-ce que tu fous? T'es en train de nous faire les stigmates. Alors moi, je n'osais rien lui dire. En même temps, j'étais dans une souffrance, dans une douleur, mais que je n'aurais même pas expliqué. C'est même inexplicable. Et là, il va chercher tous les garçons du groupe, et il a demandé aux garçons du groupe de m'aider à continuer à monter les rochers. Ouais. Donc ils m'ont aidé, je ne savais plus poser les pieds par terre, c'était l'horreur. Donc on nous amène, on arrive sur une petite esplanade où il y a des robinets où les pèlerins peuvent se rincer, se rafraîchir, etc. On m'assoit près d'une petite pierre. Et là, Angélique, qui elle voulait arriver dans la joie de dire « Ouais, on est arrivé au Mont-Saint-Michel, on a réussi », moi je lui ai cassé un peu son ambiance. Elle dit « Mais c'est pas grave, je vais faire des photos ». Et elle essaye de faire des photos de moi. Et elle se rend compte que en premier temps, j'apparais pas sur la photo. Elle dit, mais c'est pas possible, il y a un problème avec l'appareil. Et donc au départ, elle efface. Et puis je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais je comprends pas, t'apparais pas sur la photo. Puis il y a une dame qui vient, elle dit, mais va te mettre à côté de Peter. Parce que c'était flou, tout était flou, il n'y avait pas de netteté tout était flou, vraiment, blanc, flou, vraiment. Et donc c'est un appareil numérique. Et là, la dame fait les photos, elle dit, mais c'est bizarre, vous n'apparaissez pas. Et à un moment donné, elle continue, et je dis, mais surtout, n'efface pas les photos. Et le seul réflexe que je regrette de ne pas avoir eu à ce moment-là, c'est de ne pas avoir photographié mes pieds. Parce que vraiment, c'était pas un bon souvenir, mais, donc, en fait, tous mes ongles étaient devenus noirs, c'était vraiment l'horreur. Donc au fur et à mesure, donc l'ostéopathe du groupe arrive suite à l'appel d'Angélique, prend tes pieds n'ont rien. Rien. Petit à petit, mais mes pieds n'étaient pas cassés, mais j'ai eu tous les hématomes, les pieds ont gonflé, les hématomes. En même temps que. Voilà. Et au niveau de ce qu'on appelle les stigmates, ben là je commençais à avoir un trou. Voilà. Et là le gars, il n'en revient pas, quoi. Il dit, mais attends. Donc ça, il en a parlé avec Bertrand et tout. Enfin, après, on a pu en parler un peu, échanger. Enfin, pas tout de suite, parce que moi, là, je ne savais plus parler. J'avais une boule ici émotionnelle, mais j'étais plus capable. Et quand Gilles me disait, mais Peter, raconte-moi, il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'essayais de lui expliquer, et je m'effondrais en larmes. Et je pleurais. Donc voilà, Bertrand me demande, Peter, essaie quand même de venir à la bénédiction des pèlerins. Donc je vais assister à la bénédiction des pèlerins. Tant bien que mal, sans savoir poser les pieds par terre, etc. Le lendemain matin, on monte tout au-dessus pour assister à la messe avec les sœurs qui chantent le cantique. Hein, voilà. Là, je vais, mais je suis en pleurs. Et puis, là, le sentier se termine et on a une matinée où on peut un peu se balader le temps que le car arrive pour nous reprendre, pour nous ramener. Et là, je m'assois à un endroit avec Angélique et j'essaie de lui expliquer, mais pas moyen. Dès que je voulais commencer à parler de ce qui m'est arrivé, je m'effondrais. Alors Angélique me dit, écoute, c'est pas grave, quand tu sauras, tu m'expliqueras. Elle dit, mais c'est pas croyable, quoi. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc, joyeux anniversaire. Ouais, c'était joyeux anniversaire. Donc après, j'en ai parlé un peu avec Bertrand, on a pu mettre des mots là-dessus, etc. Mais après, c'était pas tout, parce que quand on est rentré à Champ-Secret, nous, on avait encore 6 heures de route pour rentrer en Dordogne, en voiture. T'es censé conduire, non? Angélique a conduit? Angélique conduit, mais Angélique avait des ampoules, elle était abîmée aussi, mais de la marche.
Et donc voilà, donc on a mis beaucoup de temps pour rentrer. Et ensuite, quand je suis rentré chez moi, pendant 48 heures, je me suis enfermé. Et j'ai coupé le téléphone, je voulais entendre plus personne. À part mes enfants qui étaient inquiets, qui me disent « Mais papa, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait ?» Mon fils qui m'a aidé à soigner un peu les pieds. Tout doucement, j'ai commencé à réussir à en parler. Et là, donc, je leur en ai parlé. Et puis, Angélique est venue me voir en disant « Mais attends, qu'est-ce qui se passe, Peter ?» Donc, j'ai pu en parler, etc. Il m'a fallu 15 jours pour pouvoir reposer le pied par terre. Et 3 semaines pour que les hématomes commencent à disparaître. Et les ongles, il a fallu quand même quelques mois avant que ça se remette en forme, quoi. Donc ça, c'était quand? Il y a un an. Le mois de juin l'année dernière. Ok. Au regard de ces un an passé maintenant, qu'est-ce que tu crois que tu as vu? Alors, différentes hypothèses, visualisation, réincorporation par rapport à une vie passée. Est-ce que, si c'est le cas, tu as eu l'occasion de situer l'époque, la période, et pourquoi, le pourquoi de cet événement-là? Alors, je reviens de ça au fond de moi, pendant que je vis ça, je reçois quelque chose en même temps. Je suis un peu embêté d'en parler là maintenant parce que je peux pas encore te donner tous les tenants et les aboutissants. Donc, c'est un peu embêtant d'en parler parce que j'aimerais bien avoir les tenants et les aboutissants et de pouvoir avoir une réponse claire, nette et précise. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je reviens avec un enseignement qui correspondait à la vie de Jean le Baptiste. D'accord ? J'ai pas dit que j'étais Jean le Baptiste, attention, faut pas confondre. Mais j'ai vécu une scène de Jean le Baptiste et où je reviens avec quelque chose de bien précis, mais ça, j'aurai l'occasion à un moment donné d'en parler, peut-être même d'écrire un bouquin, je sais pas, je verrai. J'ai pu en parler avec des personnes qui ont écrit sur la vie du Christ, notamment avec Daniel Meroy. Je lui ai fait part de mon expérience, et ce qui était assez drôle, c'est que quand je lui parle de ce que j'ai vécu, quand je lui parle de Jean le Baptiste à ce moment-là, c'est que lui, à l'époque, par rapport au livre de Yeshua qu'il était en train d'écrire, il était justement en train d'écrire sur la vie de Jean le Baptiste, donc avec le Christ, etc. Et quand je lui parle de ce que j'ai vécu, de ce que je lui explique, il me confirme. Il me dit oui, mais tu pouvais pas savoir ça. Parce que lui, on sait, il va dans les annales akashites, etc. Et il dit, tu m'apportes vraiment des éléments de réponse que oui, ça n'a jamais été dévoilé, ça n'a jamais été dit. Voilà. Donc, ça, je l'ai. Je suis en train de travailler dessus pour le moment et je suis en train d'aller voir un peu plus loin, d'essayer de comprendre pourquoi cet enseignement est arrivé et à quoi il va être utile ici, là, dans l'instant présent. Je commence à savoir pourquoi, mais j'aimerais en parler, mais plus tard. Ok, alors est-ce que tu peux peut-être nous parler du pourquoi avoir ressenti autant de souffrance à ce moment-là? Est-ce que un enseignement peut se faire sans pour autant revivre Mais en fait, c'est ce que je vis à ce moment-là, il y a le besoin de comprendre cette souffrance qui a eu lieu à une autre époque, pour c'est un peu donc il y a besoin d'aller dans cette souffrance, non pas qu'il faut souffrir pour apprendre quelque chose, c'est pas ça que ça veut dire, mais pour que je comprenne l'enseignement qui a été donné par rapport au but de cet enseignement-là, j'avais besoin de comprendre cette étape-là. Je ne sais pas si c'est clair. Il faut savoir, ça je peux le dire parce que c'est pas un secret, Jean le Baptiste, quand il baptisait, c'était pas un baptême où il versait de l'eau sur la tête, tout simplement, c'est pas ça du tout. Jean le Baptiste, quand il baptisait dans le Jourdain, et
il faut bien savoir qu'il mettait les corps entiers dans l'eau. On sait que l'eau annule au niveau des corps subtils, mais ça permettait aux gens de s'incarner complètement dans leur mission de vie. Donc le baptême était dans le sens de « je me baptise pour incarner ma mission de vie ». Et cette action de tremper dans l'eau, Jean le Baptiste avait la possibilité de faire en sorte que les âmes s'incarnent complètement. D'où quand le Christ arrive et que Jean-Baptiste le baptise, permet à ce moment-là au Logos d'entrer dans l'Esprit Saint. Alors que le Christ avait déjà reçu le Christos, et là, il reçoit le Logos. Mais c'est par le biais de Jean le Baptiste que le Logos peut entrer dans Yeshua. Enfin, il aide Yeshua à pouvoir intégrer ça. Donc, toute la signification du baptême prend un tout autre sens. C'est vraiment, je me baptise parce que j'incarne ce que je suis. Et là, on arrive dans le côté, c'est passeur d'âme, ou c'est passeur d'esprit, peu importe comment on l'appelle, mais c'est qu'à un moment donné, les gens qui sont incarnés, on peut à un moment donné, s'ils ne se sentent pas totalement incarnés dans leur corps, et il y en a beaucoup à l'heure actuelle, beaucoup de gens qui disent mais j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes, j'ai l'impression de ne pas être dans ma vie, etc. Le baptême servait à ça, servait à ce que les gens puissent s'incarner dans leur mission de vie. Et aller ensuite... En fait, il y avait un avant le baptême et après le baptême. Donc, voilà, ça c'est ce que... Bon, il y a beaucoup plus que ça, mais en gros, voilà. Et pourquoi cette souffrance, j'ai eu besoin de la vivre c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit pouvoir lâcher prise du corps. Il faut qu'on arrête à s'identifier au corps. D'accord ? Et quand on s'identifie au corps, il faut bien savoir que lorsqu'on s'identifie trop à son corps, on peut parler de l'ego, peu importe, mais ce n'est pas le sujet là, c'est que on est toujours le reflet de ce que les autres ont l'image que les autres se font de nous. Et à un moment donné, il faut oser casser cette image. Il faut oser casser ce reflet. D'accord ? Et voilà, les coups que j'ai reçus, c'était pour oser casser ce reflet. Voilà. Oser casser le corps. Briser le corps. Ne pas avoir peur de se briser pour pouvoir se refaçonner. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Je pense que ça, en tout cas, j'en comprends le sens. Après, ce que ça peut impliquer, je pense qu'il est trop tôt pour avoir ce recul-là. Mais j'ai pas. Voilà. Après, j'ai en moi toute l'explication, mais pour le mettre en mots, j'ai besoin encore de temps. Oui, j'en doute pas. Ouais. Voilà. En tout cas, merci pour nous avoir fait part de ce que tu pouvais nous en dire. Je pense que c'est. Mais ça a un lien aussi avec les ateliers qui ont été créés par la suite. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai pu mettre des mots sur l'atelier que j'allais créer. Et tout d'un coup, l'atelier, c'est devenu l'atelier, c'est toi. C'est toi. Toi, c'est toi. Donc la méthode, c'est toi. Donc j'ai pas de méthode à proposer aux gens. C'est juste ta méthode. Et de par tout ce parcours dont j'ai parlé, aujourd'hui, je me sens capable de faire un peu comme ce Jean le Baptiste, de faire en sorte que les esprits ou les âmes, peu importe comment on l'appelle, puissent s'incarner complètement, s'unir à ce corps organique et puissent vivre pleinement, que chacun puisse vivre pleinement son histoire, sa propre histoire, et être le réalisateur de son histoire. Donc je suis peut-être plus un metteur en scène, je suis peut-être un metteur en scène de la vie, peut-être, mais moi j'aime, dans mon enfance, au village, il y avait un gars qu'on appelait l'artelier, et c'était un artisan de la vie. Et j'aime bien ce mot. Je pense que je suis un véritable artelier, un artisan de la vie. Parce que ma meilleure école, c'est la vie. Mon plus beau livre
que j'ai ouvert le jour où j'ai pris ma première inspiration, c'est la vie. Et ça, c'est le livre le plus complet pour moi. En tout cas, tu parles de la fureur de vivre. Hein. Je crois que le jeune bébé de 950 grammes dans la boîte à chaussures, il avait envie de vivre. Purée. Il en voulait, hein, parce qu'il n'avait rien pour vraiment. Donc, c'est une bonne inspiration. Oui. Dans tous les sens du terme. Mais on est dans l'inspiration tout le temps. On est inspiré. D'accord. Et dernièrement, il y avait un truc, j'avais entendu quelqu'un parler, je ne sais plus qui, par rapport à la Bible, et qui parlait au commencement, il y avait le Verbe, etc. Et là j'ai un déclic, je me dis, mais je pense que tu m'as dit que tu faisais le langage des oiseaux. Donc au commencement. Et dans commencement, moi j'entends comment on se ment. Et alors au commencement, comment on se ment? Commencement, il y avait le verbe mentir. Et si on conjugue le verbe mentir au présent, donc c'est je me mens, tu me mens, il me ment, nous nous mentons, vous vous mentez, ils se mentent. Et puis je me dis, au commencement, il y avait le verbe aimer. D'accord? Donc si on conjugue au présent, c'est j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, il s'aime. Et après il s'aime, il y a le verbe semer. Et là tout d'un coup on est dans une ouverture. Dans le mot mentir, on est dans une fermeture, on est fermé. Et c'est dans cette boîte-là que moi je vois la société. Elle est fermée, enfermée dans le mensonge. D'accord? Et puis on n'est plus dans le côté semé. Je pense que les graines ont été plantées depuis très longtemps et il faut peut-être arrêter de planter des graines et de semer des graines. Je pense tout simplement qu'il est temps, et ça c'est le Christ qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, nous sommes le germe que nous recherchons. Donc il est peut-être temps d'aller voir le germe qui a germé en nous, et peut-être d'aller vers la fleur et puis le fruit. Et c'est à ça que la méthode C'est toi s'applique. Donc tout ce parcours pour arriver à cette compréhension-là et à dire à tout à chacun, voilà, vous êtes le germe que vous recherchez. Une dernière chose, le metteur en scène est toujours présent. Oui. Puisqu'il y a un projet à l'heure actuelle d'un film avec Angélique. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'il y a justement une page qui est offerte pour justement ce que vous puissiez participer à la collecte au rapport avec ce projet. Tu nous en dis quelques mots? Oui, donc là actuellement nous travaillons avec un journaliste, Gilles Ray, sur le toucher bienveillant. Donc ça va être une série de 6 documentaires qui va parler de toutes les méthodes qui impliquent le toucher. D'accord? Parce qu'on s'est rendu compte que dans notre monde à l'heure actuelle, le toucher est de plus en plus absent. Quand on va chez le médecin, il y a une distance, il y a plus de... Voilà. Mais par contre, depuis les années 70, même avant, il y a des tas de méthodes sur le toucher qui émergent. Voilà. Donc on s'est dit, voilà, il y a des outils qui existent, et on va aller à la rencontre des gens qui ont créé ces outils, voir un peu pourquoi ils les ont créés, comment ça fonctionne, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, voir comment ça peut venir compléter la médecine traditionnelle, parce que la médecine traditionnelle, il ne faut pas cracher dessus non plus, elle existe, et elle fait aussi des miracles tous les jours. Comment des personnes qui sont peut-être en traitement lourd, comme des chimios, peuvent bénéficier de ces touchés, et que ça peut-être leur rendre cette période de traitement un peu plus agréable. Voilà, c'est vraiment redonner aux gens le goût de se dire, ok, le toucher bienveillant peut soigner aussi, voilà, peut aider. Pourquoi tu mentionnes 6 documentaires sur une série, c'est long. Oui. Est-ce que tu penses que il y a autant de touchés différents qui peuvent à ce point-là? Oui, mais on était les premiers surpris. On a été les premiers surpris parce que quand on s'est plongé là-dedans, quand on a rencontré Gilles Ray, donc il nous a expliqué un peu son histoire, pourquoi il en est arrivé à faire ces enquêtes-là, etc. Et c'est là qu'on découvre avec lui
il y a une panoplie de touchés, mais qui sont incroyables. Et on s'est dit, bon, on ne peut pas en faire que sur un. Donc là, pour le moment, on a décidé sur 6. Je pense qu'on restera à 6, mais il y en a encore d'autres, mais bon, on ne peut pas tout mettre non plus. On va devoir faire un choix, mais on va essayer de mettre en avant vraiment les touchés qui sont vraiment les plus importants. Oui, mais je veux dire, qui sont les plus concrets et qui apportent des résultats. Voilà. D'accord. Donc une page crowdfunding qui est sur le qui est en train de se créer, oui. Mais vous l'avez là aussi dans l'article, si vous souhaitez en savoir plus. J'imagine que vous allez faire un petit teaser pour promouvoir un petit peu l'image du crowdfunding. Ouais. Oui. Okay. Je pense que d'ici 2-3 semaines, il sera... puisque cette émission sort en septembre, vous avez la page du crowdfunding. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas. Vous cliquez sur le lien qui se trouve dans cet article, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu souhaites rajouter un dernier mot ? J'ai envie de te dire merci. Merci parce que je vais t'avouer que c'est la première fois que je parle autant de moi, je veux dire, et où je parle devant la caméra, où tout ce que j'ai dit là va être diffusé. Voilà, donc c'est un premier pas pour moi aussi. Donc merci de m'avoir offert. Merci d'avoir accepté, parce que c'est toi qui viens. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'avais dans mon optique prévu, c'était un peu évident que effectivement Peter fasse cette émission, alors que lui venait dans un autre optique, c'est qu'on se rencontre, oui. Et puis voilà. On pensait se rencontrer, tout simplement. Oui, aussi, et c'est ce qui a été le cas, de toute façon. Donc, écoute, merci d'avoir accepté de te livrer, parce que je sais que c'est pas un exercice forcément très facile. Non, c'est pas facile. Donc, surtout apparemment vis-à-vis de certaines personnes, et je sais ce que ça peut impliquer dans le fait de se découvrir. Donc voilà, un grand merci pour ta transparence, ta gentillesse, ta simplicité. Je ne peux que te souhaiter le meilleur pour tout ce que ton âme souhaite pour toi. Et voilà, avec beaucoup de bienveillance et de générosité sur ton chemin. Quant à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout, eh bien, un grand merci déjà, d'une part, de votre écoute, pour avoir vous aussi été dans ces profondeurs de cette émission, pour avoir été nourri, en tout cas c'est ce que je souhaite, ce que j'espère, à travers Immedia. En même temps, puisque vous avez l'occasion de nous donner votre regard, votre point de vue, un pouce vers le haut, vers le bas, un commentaire, aussi bien sur la chaîne YouTube que sur le site d'Immedia. Vous pouvez, si vous appréciez nos programmes, n'hésitez pas à nous suivre via la petite roue crantée sur la page Facebook d'Immedia. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, comme ça vous êtes avertis. Donc à suivre, vous cliquez suivre tout simplement. N'hésitez pas aussi à participer via une donation mensuelle, même 1 € par mois, vu que déjà vous êtes 20 000 abonnés à notre chaîne, nous ça nous aide. Tout simplement. Donc ça me permet moi aussi d'en vivre, donc je serai ravi. Voilà, un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Un grand merci encore une fois. Merci. Et certainement une prochaine, Peter. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.